L'art de la décision, la prudence chez Aristote. Le manager, le chef d'entreprise doivent prendre des décisions qui sont justes. Et cette justesse de la décision est extrêmement difficile à définir. Elle suppose à la fois expérience, intelligence des situations. C'est dans ce contexte que Aristote peut nous aider à mieux comprendre notre sens de la décision à partir de sa réflexion sur la prudence. D'abord, un petit mot concernant la prudence. C'est un mot latin, prudence. Ce n'est pas le mot d'Aristote. Prudence, ça vient de providere, qui veut dire voir en avance. C'est un mot de Cicéron. Les mots latins sont souvent un peu laborieux. Et c'est vrai que le terme de prudence donne l'idée de quelqu'un de craintif, de calculateur, de pusillanime. Jacques Brel dit « Je hais la prudence ». C'est vrai que la modernité valorise l'impertinence de ceux qui osent, de ceux qui innovent. Et c'est pour cette raison que certains traducteurs ont préféré le terme de sagacité à celui de prudence. Sagacité, ça vient de saga sagus, qui veut dire la sorcière, celle qui prédit l'avenir, celle qui est perspicace, qui est capable de lire une situation complexe, de la discerner. Qu'est-ce que donc la prudence pour Aristote ? Eh bien, pour Aristote, la prudence, c'est l'art de décider en situation complexe. C'est la vertu du sur-mesure. C'est l'intelligence des circonstances, la justesse du regard qui s'applique à la singularité d'une situation qui est unique, qui ne ressemble à aucune autre et qui demande un traitement particulier qui lui correspond vraiment. Václavic nous raconte une histoire extraordinaire de prudence. Et je voudrais simplement vous la lire. Voici l'histoire. Pendant une des nombreuses émeutes parisiennes du XIXe siècle, un officier reçut l'ordre de faire évacuer une place en tirant sur la canaille. Il donna l'ordre à ses soldats de prendre position et de mettre la foule en joue. À ce moment-là, tandis qu'un grand silence se faisait, il sortit son épée et s'écria « Mesdames et messieurs, j'ai reçu l'ordre de tirer sur la canaille, mais comme je vois devant moi beaucoup de citoyens honnêtes et respectables, je leur demande de partir pour que je puisse faire tirer sans risque sur la canaille. » La place fut vidée en quelques minutes. En général, quand je raconte cette histoire, tout le monde sourit parce que tout le monde comprend bien qu'effectivement, cet officier a eu une idée de génie, il a pris une décision extraordinaire. Son dilemme était le suivant, soit il tirait sur la foule et c'était le carnage, soit il refusait de tirer et il était un traître vis-à-vis de sa hiérarchie. Et dans ce dilemme, eh bien, il va trouver une solution, il va trouver une attitude, il va adopter un comportement unique, remarquable, extraordinaire, parce que il va trouver le moyen d'être à la fois efficace, la place se vide, et éthique, aucune personne n'a été tuée. C'est effectivement le sommet de l'intelligence pratique, de trouver un moment dans une situation chaotique, une solution, un positionnement qui soit le meilleur et le meilleur pour tous. Cette petite histoire très aristotélicienne, si on l'examine sous le rapport de la prudence, nous permet de donner quelques éléments de description de ce que c'est que la prudence chez Aristote. La première chose, c'est un rapport au temps. Aristote dit souvent qu'il faut délibérer lentement pour agir vite. Et donc, c'est vrai que la prudence, et c'est une première façon d'envisager la prudence, c'est le temps long de la délibération, du fait que devant une situation difficile, il faut pouvoir peser le pour et le contre. C'est long, c'est difficile, cela demande un discernement. Il faut, comme dit Flaubert, résister à la rage de conclure, parce que cette hésitation est quelquefois extrêmement difficile à supporter. Il faut donc prendre le temps de la décision. Mais prendre le temps de la décision, ce n'est pas la reculer pour ne jamais la prendre. Car il arrive un moment où il faut prendre cette décision. Pour bien délibérer, l'homme prudent sait donc prendre son temps et résister à la rage de conclure dont parle Flaubert. Mais il aboutit aussi à une conclusion. Son choix se trame, il est prêt à se décider. Certains ne savent pas conclure. Ils ne sont jamais satisfaits de leur recherche et la poursuivent indéfiniment.
Choisir, c'est arrêter de chercher. Accepter l'imperfection d'une analyse sans suffire, comprendre que le gain d'une recherche supplémentaire ne sera pas à la mesure de l'effort consenti. Choisir, c'est se rapprocher de l'acte final de la décision, accepter une conclusion qui pourra devenir une décision. Décider, c'est sortir du jugement pour entrer dans le registre du commandement à soi-même. Ça, c'est le chronos, le temps long de la décision. Mais il y a également, chez l'homme prudent, cette aptitude à saisir le bon moment, cette capacité d'être synchrone non seulement avec la situation globale, mais à saisir le moment opportun. L'homme prudent est celui qui saisit le bon moment, le kairos, l'occasion favorable, l'instant fugace où l'action est la plus efficace et qu'il ne faut pas rater. Les Latins avaient un autre mot pour désigner cette capacité de l'homme prudent à saisir le moment opportun. Ils l'appelaient la solertia. C'est-à-dire, c'est la sûreté du coup d'œil, l'agilité qui s'adapte sans effort à la situation, qui décide à bon escient. La présence d'esprit. C'est cette présence d'esprit que l'on peut voir, par exemple, chez un Alexander Fleming, qui est très connu pour avoir découvert la pénicilline, mais on le sait moins, c'était aussi un chercheur désordonné et brouillon. Un jour, il partit en vacances. Il abandonna une de ses boîtes de pétri contenant des staphylocoques sur la paillasse, et en laissant ouverte une fenêtre de son laboratoire. À son retour, il remarqua des moisissures sur les boîtes, et surtout qu'à leur contact, les bactéries étaient devenues transparentes. Fleming eut la présence d'esprit de ne pas jeter les plaques oubliées. Il les fit analyser par une assistante. Et c'est ainsi qu'il découvrit que la présence de spores de Penicillium notatum avait détruit les staphylocoques. L'antibiothérapie était née. Fleming a toutefois bénéficié d'une succession incroyable de hasards. Cet été 1928, la température était optimale pour le développement des spores de pénicillium, lesquels s'étaient échappés d'un labo situé à l'étage inférieur. Cette intelligence de la situation, cette capacité à saisir le bon moment, l'opportunité, à profiter d'un événement a priori plutôt négatif, c'est précisément cette sérendipité, comme on l'appelle aujourd'hui, et qui est typiquement aristotélicienne, qui est capable de voir l'événement favorable. Un autre élément de la prudence aristotélicienne est le rapport à l'expérience. L'expérience possède également un statut privilégié en matière de prudence, car dès qu'on agit, la connaissance théorique cède le pas à la réalité concrète. Voici ce que dit Aristote. C'est pourquoi certaines personnes ignorantes sont plus qualifiées pour l'action que d'autres qui savent. C'est le cas notamment des gens d'expérience, des vieillards. Les paroles et les opinions indémontrées des gens d'expérience, des vieillards et des personnes douées de sagesse pratique sont tout aussi dignes d'attention que celles qui s'appuient sur des démonstrations, car l'expérience leur a donné une vue exercée qui leur permet de voir correctement les choses. On n'insistera jamais suffisamment sur cette évidence, souvent ignorée des intellectuels, dédaigneux des savoirs concrets, incapables de reconnaître combien l'accumulation des pratiques singulières alimente un terreau de sagesse et de perspicacité, d'autant plus estimable qu'il est incommunicable. C'est tout à l'honneur d'Aristote d'avoir mis en évidence, lui qui a écrit la métaphysique tellement difficile à comprendre, un livre extraordinairement théorique, eh bien c'est ce même Aristote qui va mettre en évidence l'expérience, le savoir qui n'est pas conceptuel, qui est la résultante d'expériences concrètes, d'actes concrets, singuliers, qui ensemble vont constituer le terreau extraordinaire d'un savoir-faire inné et difficile à exprimer. Un autre élément d'Aristote, c'est le rapport au bon sens. La prudence n'est pas simplement ce savoir en situation complexe. C'est également un savoir qui simplifie. À l'inverse du sot qui ne sait pas juger des choses faciles, la personne de bon sens discerne efficacement ce qu'il faut faire. Le bon sens évite de compliquer les choses, d'apporter de fausses nuances. Il contribue, par un regard simple, à faciliter un jugement pertinent et suffisant pour les réalités de tous les jours. Louis XIV n'avait que du bon sens, mais il en avait beaucoup.
disait Sainte-Beuve. On oublie que le bon sens est non seulement suffisant pour les décisions quotidiennes, mais qu'il est également capable de dénouer des situations compliquées où l'intelligence trop exacte risque de se perdre dans un labyrinthe de détails. À ce bon sens, simple, concret, efficace, Aristote ajoute également une autre vertu de la prudence, qui est la pondération, l'équité, la nuance. En effet, la loi peut être abrupte, et il faut la compléter par une nuance, une douceur, qui va venir adapter le côté systématique de la loi aux particuliers, aux particularités de chacun. La prudence est donc le couronnement de l'action réussie. Elle réconcilie l'éthique et l'efficacité. Elle est à la fois le principe et la fin de la vie active réussie. Elle est une sagesse qui reste un modèle pour le management des entreprises.